Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de la série que je vais sortir sur les Jeux Olympiques de Tokyo, donc plus précisément sur le tournoi de foot féminin qui aura lieu durant ces Jeux Olympiques de Tokyo. Donc le but de cette série de vidéos ce sera de présenter chaque équipe qualifiée pour ces éditions des Jeux groupe par groupe, donc en parlant de leur histoire en Jeux Olympiques particulièrement, comment elles se sont qualifiées pour cette session-là, de l'effectif qui a été sélectionné pour ce tournoi et en mettant 3 joueuses en évidence. Ce sera 3 joueuses que moi j'aurais sélectionnées selon mon avis personnel, mais bien sûr c'est biaisé par les matchs que j'ai moi-même vus et donc on peut parler en commentaire sur quelle autre joueuse on aurait pu mettre en évidence, etc. Et enfin le dernier point c'est les matchs récents, donc la forme actuelle de l'équipe. À la fin de la vidéo, vous trouverez aussi mes prédictions sur chacun de ces groupes, donc quelles équipes je pense vont être qualifiées et quelles équipes seront éliminées à mon avis, et je vous dirai pourquoi. Avant de commencer avec les présentations, je vais d'abord rapporter quelques précisions sur le foot féminin en JO. Donc premièrement, le foot féminin en JO, c'est bel et bien les équipes A qui y jouent et non pas les U23 comme c'est le cas pour le tournoi masculin. Et ensuite, le foot féminin existe dans les JO depuis 1996. C'est donc maintenant la 7e édition où il y aura du foot féminin. Donc passons aux groupes. Les groupes qui ont été attribués au tournoi féminin sont les groupes E, F, G. Donc les groupes A, B, C, D sont ceux qui correspondent au tournoi masculin. La première vidéo, donc celle-ci, va se pencher sur le groupe G. Donc le groupe qui réunit la Suède, les USA, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pourquoi on commence par le groupe G? C'est tout simplement parce que ça a été les premiers à relâcher leurs effectifs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce groupe G plus précisément? C'est d'abord un groupe qui va s'annoncer être un groupe assez compliqué. Je vous expliquerai pourquoi tout au long de cette vidéo. Et ensuite, on peut remarquer que les USA et la Suède sont de nouveau dans le même groupe. Si vous voulez en savoir plus sur cette rivalité, je vais un peu en parler durant cette vidéo, mais tous les détails se trouvent dans la vidéo que j'ai sortie à ce sujet spécifiquement. Donc je vous invite à aller la voir si vous avez envie. Voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, on peut commencer par présenter la première équipe de ce groupe G, donc les USA. Et on peut tout de suite commencer par présenter l'histoire de cette grande nation du foot féminin. La première chose à dire, c'est qu'elles sont quadruples championnes du monde et quadruples championnes olympiques. Et que depuis que le foot féminin est un sport olympique, elles ont toujours été qualifiées. Encore mieux, elles sont toujours arrivées en finale, sauf en 2016, mais on va en parler un peu plus tard. Donc en 1996, la première édition, elles gagnent la médaille d'or. En 2000, la médaille d'argent en perdant face à la Norvège. Puis elles gagnent 3 titres de suite en 2004, 2008 et 2012. Et enfin, en 2016, elles sont sorties de manière inattendue dès les quarts de finale par la Suède dans un match qui va se terminer au tir au but. C'est un rêve qui va se briser parce qu'elles étaient les championnes du monde en titre et elles rêvaient de faire le doublé championne du monde suivi de championne olympique, ce que personne n'a encore fait. Et ensuite, c'est l'une des choses qui a le plus contribué à la rivalité entre la Suède et les États-Unis. Je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Pour en revenir à ce tournoi de Tokyo, c'est un peu leur seconde chance pour réaliser ce rêve qui a été brisé en 2016, puisqu'elles sont de nouveau championnes du monde en titre, donc de nouveau les plus grandes favorites du tournoi. Donc peut-être que c'est là qu'elles rectifient le tir, peut-être que c'est là qu'elles font ce que personne n'a encore jamais réussi à faire le doublé. Mais avant ça, elles ont dû se qualifier pour ces éditions des Jeux Olympiques. Donc la qualification pour les pays nord-américains et d'Amérique centrale se fait par le biais du tournoi CONCACAF. Le principe est le suivant, il y a 2 groupes. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales où le premier du groupe A affrontera le deuxième du groupe B et le premier du groupe B affrontera le deuxième du groupe A. Tout ça pour que les 2 meilleures équipes, donc les 2 qui se qualifieront en finale, atteignent les Jeux Olympiques, donc se qualifient pour les Jeux. Les États-Unis vont terminer première de leur groupe et vont donc ensuite affronter le Mexique en demi-finale, match qu'elles gagneront 4-0 et se qualifient donc pour l'édition des Jeux Olympiques de Tokyo. Ensuite,
elles affronteront le Canada en finale pour remporter le tournoi 1-0 grâce à ce but de Rose Lavelle. Donc ça me permet de passer à l'étape suivante qui est de parler de l'équipe qui a été sélectionnée pour participer à ces JO. Donc petite note de mon mois du futur, c'est que normalement il y a seulement 18 joueuses qui sont sélectionnées plus 4 dites de réserve. Normalement les 4 de réserve ne seront même pas sur le banc, elles ne participent pas au tournoi mais s'entraînent avec le reste des joueuses et n'apparaîtront que si l'une des 18 joueuses est blessée, sinon tout le tournoi, elles ne seront pas là, ou en tout cas en tribune. Ce qui a changé, c'est que pour cause de Covid, le comité olympique vient d'autoriser un effectif de 22 joueurs. La seule différence, c'est qu'il y aura toujours 18 joueuses qui seront sur le terrain et sur le banc par match, mais ces 18 joueuses peuvent varier selon les matchs, et non pas seulement pour cause de blessure. Malheureusement, cette information est venue après que j'ai fait cette vidéo, donc je n'ai pas inclus ces 4 joueuses de réserve dans mes graphiques. Et là, vous voyez à l'image les 18 joueuses sélectionnées uniquement. Mais je vais ajouter à l'oral une partie où je parlerai vite fait de ces 4 joueuses-là. Donc, cette équipe, d'abord quelques mots sur le coach Vlatko Andonovski. C'est qu'il est toujours invaincu depuis sa prise de position en octobre 2019. C'est quand même une stat de malade, il attend toujours sa première défaite. Peut-être que ça arrivera durant ces Jeux Olympiques, qui sait. S'agissant de cette équipe sélectionnée, on peut voir ici ce que je suppose être la composition type de cette équipe, avec Alyssa Neher dans les buts, une charnière centrale composée de Becky Sauerbrunn et Abital Kemper, accompagnée de Crystal Dunn et Kelly O'Hara comme latéraux. Lindsey Horan tient ce rôle de numéro 6, accompagné de Sam Lewis et de Rose Lavelle pour former le trio de milieu de terrain. Et enfin, Megan Rapinoe à gauche, Kristen Press à droite et Alex Morgan en numéro 9 forment le trio d'attaque. On peut remarquer déjà plusieurs choses dans cette équipe. D'abord, c'est un 4-3-3 qui va être assez offensif. On va très vite voir que les deux latérales, Crystal Dunn et Kelly O'Hara, vont monter assez haut et limite devenir des attaquantes aussi. D'ailleurs, ça se voit dans leur position de base. Les deux sont des attaquantes, soit dans leur ancienne carrière, soit dans leur carrière actuelle. Kelly O'Hara a joué toute sa carrière universitaire en tant qu'attaquante de pointe à Stanford. C'est d'ailleurs l'une des meilleures buteuses de cette université. Crystal Dunn joue toujours comme ailière gauche en club ou bien à la limite milieu gauche, mais ça reste toujours une position offensive. Donc c'est un aspect qui va être assez typique de la tactique des États-Unis. Ensuite, on peut aussi remarquer que c'est Lindsey Horan qui occupe la position de numéro 6, alors que ce n'est pas du tout sa position préférée. C'est normalement la position de l'irremplaçable Julie Ertz, mais celle-ci a été blessée durant un match de NWSL en mai. Elle n'a pas pu jouer de match depuis, et c'est pour ça qu'elle se trouve sur le banc, puisque elle a été sélectionnée, donc je suppose qu'elle va pouvoir jouer durant ces Jeux Olympiques, mais la question est combien de temps? Est-ce que cela suffira pour lui assurer une place de titulaire? Rien n'est moins sûr. L'attaquante de Binit se trouve dans la même situation puisque elle a été blessée début janvier 2021 et n'a pas pu jouer de match jusqu'à très récemment. Les deux matchs amicaux qui ont eu lieu contre le Mexique, le 1er juillet et le 5 juillet, où elle a d'ailleurs marqué un but de malade dès sa première touche, mais elle n'a pas pu avoir un temps de jeu supérieur à 45 minutes. Donc la question est de nouveau combien de minutes peut-elle jouer et est-ce qu'elle pourra assurer une place de titulaire. Ces inquiétudes dues à ces blessures sont d'ailleurs peut-être le seul point faible de cette équipe des États-Unis qui, rappelons-le, est invaincue depuis début 2019. Ce fameux match où elles ont perdu contre la France 3-1, mais entre-temps, il y a eu la Coupe du Monde qu'elles ont remportée. Entre-temps, il y a eu 2 ans de matchs joués où elles n'ont toujours pas perdu. Donc, certes, il y a une période creuse due au Covid, mais quand même, cette stat reste quand même incroyable. Et la question est, est-ce que ce sont ces blessures qui pourront coûter
ce rêve, ce fameux doublé, ce fameux titre olympique qui suit le titre mondial dont rêvent ces Américaines, chose que personne n'a jamais fait. J'espère pas parce que ce serait quand même assez dommage, mais on ne sait jamais. Voilà, les dernières petites notes que je ferai sur cette équipe, c'est que 17 des 18 joueuses sélectionnées ici ont participé à la Coupe du Monde 2019 et l'ont remportée d'ailleurs. Et 11 des 18 joueuses sélectionnées ici faisaient partie de l'équipe qui a participé au JO 2016 et qui a vécu ce scénario catastrophique. Notons également qu'il s'agit de la 4e participation en Jeux Olympiques de la part de Tobin Heath et de Carly Lloyd. Enfin, je vais parler des 4 joueuses de réserve qui ne sont pas présentes sur ce schéma. Il s'agit de Jane Campbell en tant que gardienne, de Casey Kruger qui est défenseuse, de Katharina Macario, milieu de terrain voire ailière, et Lynn Williams, attaquante. Laissez-moi maintenant vous parler de 3 joueuses qui je pense mériteraient d'être suivies durant ces Jeux Olympiques. Bien sûr que d'autres joueuses auraient pu se trouver sur cette liste, on peut en parler dans les commentaires, mais c'est les 3 joueuses que j'ai choisi de mettre en avant. On commence par Christen Press. Christen Press, c'est 147 sélections en équipe nationale avec 63 buts et 42 passes décisives. Ça fait d'elle la 9e meilleure buteuse de l'histoire de la sélection. Elle est dans une forme absolument éblouissante ces derniers temps. La stat folle qui la caractérise, c'est qu'elle a directement été impliquée dans 37 buts sur ses 37 derniers matchs. Donc ça comprend 16 buts et 21 passes décisives. En 2021, elle a déjà marqué 5 buts et donné 5 passes décisives. On le voit dans ce but marqué contre l'Espagne, c'est quelqu'un qui s'est tiré avantage de sa vitesse. Et en plus, les buts qu'elle marque sont loin d'être moches, voire très très beaux. Donc c'est une joueuse qui, je pense, mérite vraiment d'être suivie durant les Jeux Olympiques. Surtout qu'en plus, elle vient de mettre un doublé face au Mexique le 1er juillet. Ensuite, il y a Sam Lewis. Sam Lewis qui a été nommée comme la meilleure joueuse états-unienne de l'année 2020 par US Soccer. Elle a d'ailleurs commencé son année 2021 en mettant un triplé face à la Colombie. En 2021, elle est déjà la 2e meilleure buteuse, à égalité avec Christen Press avec ses 5 buts marqués en sélection. Mais la seule différence, c'est que elle, c'est une milieu de terrain. Avec Manchester City, elle vient de passer une saison de folie. Elle a marqué 7 buts et donné 2 passes décisives dans 17 matchs dans le championnat anglais. Et en Ligue des Champions féminine, elle a marqué 5 buts en 6 matchs. C'est quelqu'un qui s'est tiré avantage de sa taille pour marquer des buts de la tête, mais aussi qui a une habileté de passe et de vision du jeu absolument exceptionnelle. Donc Sam Lewis, joueuse à suivre assurément. Enfin, comment ne pas parler de celle qui est devenue une icône, Megan Rapinoe. Elle compte 177 sélections en équipe nationale des États-Unis avec 59 buts et 69 passes décisives. C'est bien sûr la meilleure buteuse et la meilleure joueuse de la Coupe du Monde 2019. Cette année-là, elle avait d'ailleurs gagné tous les prix, inclus le Ballon d'Or. En 2020, elle n'a pas joué, ce qui lui cause en ce moment même quelques problèmes de fitness. Elle est incapable de jouer 90 minutes complètes. Néanmoins, c'est toujours la meilleure buteuse des États-Unis en 2021 avec 7 buts. Et son habilité de tirer les pénaltys et les coups francs est extrêmement utile. On arrive à la dernière partie sur les USA, les matchs récents. Donc en janvier, ils ont joué 2 matchs contre la Colombie qui se sont terminés sur un score de 4-0 et de 6-0. Ensuite, en février, elles ont joué la She Believes Cup qu'elles ont remporté en gagnant leur premier match contre le Canada 1-0, leur match contre le Brésil 2-0 et leur match contre l'Argentine 6-0. En avril, il y a de nouveau eu 2 matchs amicaux, l'un contre la France qui s'est terminé sur un score de 2-0 gagné par les USA et l'autre c'est un premier match nul qui était contre la Suède sur un score de 1-1. Ensuite, en juin, de nouveau 3 matchs amicaux appelés les Summer Series. Donc contre le Portugal gagné 1-0, contre la Jamaïque gagné 4-0 et contre le Nigeria gagné 2-0.
Et enfin, les 2 derniers matchs qui ont été joués avant le début du tournoi olympique en juillet. Il s'agit du match contre le Mexique. Les 2 ont été gagnés 4-0. Pour résumer donc, les États-Unis sont dans une série d'invincibilité de 44 matchs. Dans ces 44 matchs, il y a 40 victoires et 4 matchs nuls. Leur dernière défaite date du match joué contre la France et perdu contre la France sur un score de 3-1 en début 2019. En 2021, plus précisément, elles ont joué 12 matchs qui se sont terminés sur 11 victoires et 1 match nul. Il s'agit de ce match contre la Suède qui s'est terminé sur un score de 1-1. En tout, elles ont marqué 37 buts cette année et seulement encaissé un seul. Il s'agit de ce but encaissé face à la Suède. Donc on peut dire qu'elles vont commencer ces Jeux Olympiques en excellente forme. En conclusion, ce qu'on peut dire sur cette équipe des États-Unis, c'est que c'est très certainement les grandes favorites de la compétition, qu'elles ont une revanche à prendre sur 2016, un doublé historique, championne du monde suivi de championne olympique à réaliser. Elles sont dans une forme fantastique, alors peut-être que leur seul point faible se trouve dans leurs problèmes de blessure, mais est-ce que cela sera suffisant pour les empêcher d'aller chercher ce titre dont elles rêvent tant? On verra ça durant la compétition. Voilà, ça c'était pour les États-Unis. On passe maintenant à la présentation de la Suède et d'abord à leur histoire. Pour elles aussi, il s'agit de leur 7e participation aux Jeux Olympiques. Elles ont donc toujours été qualifiées depuis que le foot féminin est un sport olympique. En 1996 et en 2000, elles sont éliminées dès la phase de groupe. En 2004, elles terminent 4e du tournoi, perdant en demi-finale face au Brésil 1-0 et au match pour la 3e place face à l'Allemagne de nouveau 1-0. En 2008, elles sont éliminées en quart de finale par l'Allemagne 2-0 et en 2012, de nouveau en quart de finale, mais cette fois-ci par la France 2-1. En 2016, elles battent les États-Unis en quart de finale de manière inattendue et spectaculaire et terminent le tournoi en décrochant la médaille d'argent. Elles perdent en finale face à l'Allemagne 2-1. Ce qu'elles attendent, elles, c'est leur premier titre olympique qu'elles espèrent bien aller chercher à Tokyo. Mais avant cela, il a bien fallu se qualifier pour ce tournoi. Donc pour les pays européens, la qualification se fait par le biais de la Coupe du Monde précédant l'édition des Jeux Olympiques. Donc les 3 pays européens qui arrivent le plus loin dans le tournoi de la Coupe du Monde se qualifient pour l'édition suivante des Jeux Olympiques. La Suède va se qualifier en battant l'Allemagne en quart de finale et en arrivant ainsi en demi-finale où il ne restait déjà plus que 3 pays européens en lice, les Pays-Bas, la Suède donc et l'Angleterre. Le 4e pays qualifié en demi-finale était les États-Unis. Elles perdent en demi-finale face aux Pays-Bas, puis finissent 3e du tournoi en battant l'Angleterre. Parlons à présent de l'équipe sélectionnée. On voit ici les 22 joueuses qui ont été sélectionnées pour ce tournoi, y compris les 4 joueuses dites de réserve, mais qui ne sont pas de réserve du coup. On peut également dire un mot sur le coach Peter Gerhardsson qui est à ce poste depuis 2017. S'agissant de la composition, j'ai choisi d'aligner une composition qui ressemble à ça avec un 4-3-3, mais il faut savoir que dans les derniers matchs, la Suède a souvent switché entre un 3-4-3 et un 4-3-3. Là j'ai choisi l'option 4-3-3, mais on peut voir une option différente qui sera alignée durant les Olympiques, qui sait. J'ai choisi de mettre Hedvig Lindahl dans les buts, la gardienne hyper expérimentée, vétérante de plusieurs Jeux Olympiques et de plusieurs Coupes du Monde. Je pense que là, il n'y a pas de question qui se pose à ce sujet. Magdalena Eriksson et Nathalie Björn ensemble qui forment la charnière de défense centrale, accompagnée de Jonna Andersson à gauche et Amanda Ilstedt à droite. Caroline Ziger tient le rôle de numéro 6. Je sais que c'est pas forcément son rôle de base, mais je voyais pas trop qui mettre d'autre. Caroline Ziger, ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est la joueuse la plus capée d'Europe en équipe nationale. Donc, Filippa Angeldal et Kosovare Aslani forment avec elle le trio de milieu de terrain. Là aussi, j'ai choisi de mettre Kosovare Aslani en numéro 6 parce que c'est sa position préférée, mais c'est vrai qu'on peut la trouver aussi en tant que numéro 9 ou comme ailière. Donc c'est une configuration dans laquelle il s'est trouvé dans ses derniers matchs avec la Suède, donc ça aussi ça reste une question à se poser
et à voir dans quelle situation elle sera mise, dans quelle configuration Peter Gerhardsson la fera jouer. Et enfin, un trio d'attaque composé de Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö et Sofia Jakobsson. Ce qui est aussi intéressant, c'est ce shift au niveau tactique qui s'est passé dans cette équipe de Suède durant ces dernières années. Avant, en 2016 par exemple, on avait l'habitude de voir une Suède qui défendait énormément, qui alignait un 4-5-1 et qui bloquait tout et puis voyait ce qu'elle pouvait faire en contre-attaque par exemple. Là, on l'a déjà vu durant la Coupe du Monde 2019, mais là on le voit aussi dans cette formation-là, c'est un 4-3-3, c'est une équipe qui cherche à jouer, qui cherche à créer de belles combinaisons en attaque. Donc c'est un shift dans l'idée de jeu qui est assez intéressante à constater et que j'aurai énormément de plaisir à voir durant les Jeux Olympiques. C'est maintenant le moment où je vous parle des 3 joueuses que j'ai choisi de mettre en évidence pour cette équipe de Suède. C'est bien évidemment un choix personnel, mais je serais ravie de discuter de vos choix à vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas à les mettre. On va commencer par Stina Blackstenius qui cette saison compte 17 buts en 16 matchs avec son club de BK Häcken. Ça comprend donc 11 buts en 11 matchs plus 5 passes décisives en Damallsvenskan qui est le championnat suédois et 6 buts en 5 matchs en Coupe de Suède. Pour l'équipe nationale de Suède, elle compte 64 sélections et 17 buts. Elle a aussi marqué en Coupe du Monde 2019, 2 buts et une passe décisive en 6 matchs et en qualif d'Euro 2022, 2 buts et 4 passes décisives en 5 matchs. C'est certes une joueuse qui est encore assez jeune, 25 ans, mais elle a de loin prouvé sa capacité à marquer des buts en de grandes occasions. Par exemple, face aux États-Unis, pendant les JO 2016, c'était bien elle qui avait marqué le but de la Suède. Ensuite, il y a Magda Eriksson, la capitaine de Chelsea. C'est très probablement la meilleure défenseuse au monde à l'heure actuelle, en tout cas l'une des meilleures. En 2020, elle a gagné le titre de défenseuse de l'année donné par l'équipe nationale de Suède. C'est quelqu'un qui est extrêmement solide défensivement et en plus de ça, elle a une capacité d'anticipation de passe qui est absolument exceptionnelle. En plus de ça, elle a une habileté de passe qui est excellente comme on le voit à l'écran. Cerise sur le gâteau, elle est aussi capable de mettre des buts absolument improbables comme cette bicyclette qu'on voit à l'écran. Enfin, parlons de la milieu offensive, Kosovare Asllani, même si elle est hyper versatile, elle peut jouer en attaquante aussi et en milieu plus relayeuse. Elle a déjà mis 9 buts en 13 matchs cette saison avec le Real Madrid. Elle fait partie de ces joueuses capables de sortir un triplé de nulle part. En Coupe du Monde 2019, elle avait mis 3 buts et 2 assists en 7 matchs. Et en équipe nationale de Suède, elle compte 38 buts en 147 sélections. Passons enfin au dernier point concernant cette équipe de Suède, c'est-à-dire sa forme actuelle, c'est-à-dire analysons les matchs récents. En 2021, donc, l'équipe de Suède a joué 6 matchs et on peut dire qu'elle est assez en forme puisqu'elle compte 0 défaite. Dans ces 6 matchs, elle a marqué 15 buts, on a encaissé 4. Elle a eu 4 victoires contre l'Autriche, 6-1 contre Malte, 3-0, contre la Pologne 4-2 et contre la Norvège 1-0 et 2 matchs nuls face aux USA 1-1 et plus récemment face à l'Australie 0-0. Notons quand même que ces 2 matchs nuls se sont faits contre 2 équipes qui non seulement participent également aux Jeux Olympiques puisqu'elles sont qualifiées, que ce soit pour les USA ou pour l'Australie, mais également qui se trouvent dans le même groupe qu'elles, le groupe G, le groupe qu'on est en train d'analyser actuellement. Ça promet pour les matchs à venir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe de Suède en conclusion ? On peut déjà dire que ces dernières années, elles se sont élevées au rang de favorites. Si on regarde sur les 3 dernières grandes compétitions internationales, donc les derniers JO, les derniers Euros et la dernière Coupe du Monde, on voit qu'elles ont fait 2 podiums, donc la médaille d'argent en 2016 et la 3e place en Coupe du Monde 2019. Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir quelques inquiétudes vis-à-vis de ces 2 matchs nuls qu'elles ont eu dans les matchs récents. C'est vrai que leur forme récente est quand même assez incroyable, mais les 2 matchs nuls se sont déroulés contre 2 équipes qui participent également aux Jeux Olympiques dans le même groupe qu'elles. Donc on peut se poser quelques questions là-dessus, mais la vraie question est de savoir si elles vont réussir à faire mieux que l'argent qu'elles avaient gagné aux JO précédents, aller enfin chercher ce titre olympique qui leur manque. C'est tout pour la Suède, passons maintenant à la 3e équipe de ce groupe, l'Australie.
Et on va commencer par son histoire. Il s'agit donc de leur 4e apparition aux Jeux Olympiques. En 2000, elles commencent en tant que pays hôte et elles sont éliminées dès la phase de groupe. En 2004, elles sont éliminées en quart de finale par la Suède 2-1 et en 2016, elles sont éliminées de nouveau en quart de finale par le Brésil, cette fois au tir au but. Donc elles n'ont jamais dépassé le stade des quarts de finale. Peut-être que ce sera cette fois-ci que ça va arriver à Tokyo. Mais avant de parler du futur, parlons du passé avec ses qualifications. Donc l'Australie a participé au tournoi AFC de qualification au JO 2020, qui est le tournoi de qualification pour les pays d'Asie. Le concept est le suivant, il y a plusieurs groupes, donc une phase de groupe, et après il y a des playoffs. Et les 2 meilleures équipes sont qualifiées pour les Jeux Olympiques. L'Australie gagne son playoff contre le Vietnam. On voit les images sur l'écran et se qualifie ainsi pour les JO de Tokyo. On peut maintenant parler de l'équipe qui a été sélectionnée pour participer à ces Jeux Olympiques à Tokyo. On les voit défiler à l'écran, les 18 joueuses plus les 4 joueuses dites de réserve, mais qui sont plus de réserve avec les nouvelles règles. Mais d'abord, quelques mots sur l'entraîneur. L'entraîneur, c'est l'ex-entraîneur assistant des États-Unis. Il a d'ailleurs gagné la Coupe du Monde en 2019 avec elle. Il a été nommé très tard à la tête de l'équipe australienne. C'était en fin 2020, ce qui lui a pas laissé beaucoup de temps pour s'acclimater à cette nouvelle équipe. Enfin, ce qu'on peut noter sur cette équipe encore, c'est que 14 des 18 membres faisaient déjà partie de l'équipe qui a participé au JO 2016 à Rio. Alors la composition, le 11 type, c'est encore une fois un 4-3-3, c'est pas parce que j'aime particulièrement les 4-3-3, mais quand même un peu, mais c'est aussi parce que les derniers matchs de l'Australie se sont déroulés sous cette configuration, donc je vais respecter ça. J'imaginais donc Lydia Williams dans les buts, ça je crois que ce n'est pas très sujet à discussion, avec une charnière centrale d'Alana Kennedy accompagnée de Clare Ploquigorn, Steph Catley à gauche en latéral avec Ellie Carpenter à droite en latéral aussi. Là aussi, ça ne pose pas énormément de questions. Emily Van Egmond qui va tenir ce rôle de numéro 6, accompagnée de Kira Cooney-Cross et de Kia Simon pour former le trio de milieu de terrain. Caitlin Ford à gauche en ailière, Sam Kerr en numéro 9 et Hailey Raso qui tient l'aile droite. Qu'on peut noter aussi sur cette équipe, c'est qu'il y a eu un choix d'équipe qui s'est effectué ces dernières années de la part des joueuses qui ont massivement quitté le championnat américain où beaucoup d'entre elles jouaient pour aller dans des championnats européens, en majorité en Angleterre, précisons-le. Donc c'est un choix, c'est une exode qui a commencé par le départ de Sam Kerr du Chicago Red Star pour aller jouer à Chelsea, mais qui a été suivi par Caitlin Ford qui a quitté Portland Thorns pour aller jouer à Arsenal, par Hailey Raso qui a fait pareil, quitté Portland Thorns pour aller jouer à Everton cette fois-ci. Alana Kennedy a également quitté l'Orlando Pride pour aller rejoindre Tottenham et Lydia Williams a rejoint Arsenal. Ellie Carpenter de son côté a rejoint le championnat français en signant à l'OL. Donc c'est quand même pas mal de joueuses qui quittent le championnat américain. Quelles sont les raisons de ce choix? J'en ai aucune idée, franchement, elles l'ont jamais précisé, mais c'est clair qu'il y a une volonté d'équipe de changer d'air, de changer d'environnement. Donc est-ce que ça va s'avérer payant? C'est une grande question, moi j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Allez, il est temps de vous parler des 3 joueuses que j'ai choisi de mettre en évidence pour cette équipe d'Australie. Je précise encore une fois qu'il s'agit d'un choix personnel. Bien évidemment que d'autres joueurs auraient mérité de se trouver dans cette liste. Je serais ravie d'ailleurs de voir vos choix, vous, dans les commentaires. Et on va commencer par Sam Kerr qui a été meilleure buteuse dans plusieurs championnats différents. C'était le cas quand elle jouait en NWSL, la ligue américaine avec les Chicago Red Stars. C'est aussi le cas aujourd'hui, maintenant qu'elle joue avec Chelsea dans le championnat anglais, où elle a mis 21 buts en 22 matchs cette saison avec 7 passes décisives. Elle met 3 buts en 4 matchs en FA Cup et en Ligue des Champions féminine, elle met aussi 3 buts, mais cette fois-ci en 8 matchs. En sélection d'Australie,
Elle compte au total 88 sélections et 42 buts marqués dans ces 88 sélections. En Coupe du Monde 2019, elle fait des matchs de folie où elle met 5 buts en 4 matchs. En 2020, elle a mis 4 buts et 3 passes décisives en 5 matchs. Elle est une joueuse qui a une détente impressionnante et pour le reste, c'est juste une céréale buteuse qui est capable de marquer dans n'importe quelle situation. Ensuite, il y a la pépite, la latérale droite, Ellie Carpenter. En 2020, elle est déjà nommée meilleure joueuse du tournoi qualificatif pour les JO de l'AFC, où elle met 3 assists en 4 matchs. À 21 ans, elle compte déjà 36 sélections pour l'équipe d'Australie avec un but. Je ne sais pas quoi vous dire de plus qu'à cet âge-là, elle est déjà titulaire chez l'OL. Elle est sans aucun doute l'une des joueuses les plus prometteuses au monde actuellement. Enfin, parlons de l'ailière Caitlin Ford. Elle aussi, elle joue dans le championnat anglais, mais avec Arsenal cette fois-ci. Un club avec lequel elle a mis 10 buts en 21 matchs avec 5 passes décisives. En FA Cup, elle met 2 buts en 3 matchs. Dans l'équipe d'Australie, elle compte 84 sélections dans lesquelles elle a marqué 20 buts. Et en 2020, elle marque 3 buts en 5 matchs. Voilà, on arrive maintenant au dernier point concernant cette équipe d'Australie. Il s'agit des matchs récents, l'analyse des matchs récents, donc plus précisément de la forme actuelle de l'équipe d'Australie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire directement? C'est que la forme actuelle de l'équipe d'Australie est quelque peu catastrophique, puisqu'en 2021, elles ont joué 4 matchs et ont subi 3 défaites et un match nul, donc 0 victoire pour le moment. Les 3 défaites étaient d'abord contre l'Allemagne, 5-2, contre les Pays-Bas ensuite 5-0, puis enfin contre le Danemark 3-2. Quand même, en 3 matchs, elles ont encaissé 13 buts, c'est énorme, surtout que beaucoup de ces buts arrivent sur des erreurs défensives. Là, on le voit, c'est un dégagement raté de la défenseuse australienne qui cause ce but des Pays-Bas. On voit qu'elles en profitent directement. C'est vraiment dommage. Ensuite, contre le Danemark, ça va un peu mieux, mais quand même, on va voir ces erreurs qui ne devraient pas arriver, qui sont extrêmement dommages de voir à ce niveau-là, surtout pour une équipe qui va jouer les Jeux Olympiques. Là, on voit la faute de main absolument hideuse de la gardienne australienne. Certes, c'est pas la gardienne titulaire, c'est peut-être un petit peu rassurant, mais quand même, ça fait poser quelques questions. Enfin, contre la Suède, elles vont réussir à tenir le score 0-0. C'est leur dernier match en date, donc ça promet quand même un peu. Mais il y a quand même des inquiétudes à avoir au niveau de cette défense. C'est d'ailleurs ce que je vais dire en conclusion sur cette équipe d'Australie. Sur le papier, beaucoup de joueuses prometteuses, avec Sam Kerr qui est l'une des meilleures attaquantes au monde, avec Ellie Carpenter qui est la joueuse la plus prometteuse au monde selon moi à l'heure actuelle, mais des gros problèmes défensifs qu'il faudra régler et une forme actuelle inquiétante. J'espère qu'elles retrouveront le chemin des victoires durant ces Jeux Olympiques, parce que sinon ce groupe sera moins intéressant que prévu. Et surtout, leur but, c'est bien sûr de dépasser le stade des quarts de finale en Jeux Olympiques qu'elles n'ont jamais réussi à dépasser pour le moment. Voilà, on espère que ça arrivera durant ces Jeux Olympiques. C'est tout pour l'Australie. On passe maintenant à la dernière équipe de ce groupe, la Nouvelle-Zélande, et on va bien sûr commencer par son histoire. Au niveau de l'histoire de la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est aussi leur 4e participation, comme l'Australie, en Jeux Olympiques. En 2008, elles se font éliminer dès la phase de groupe. En 2012, elles se font éliminer en quart de finale par les USA 2-0. Et en 2016, elles sont aussi éliminées en phase de groupe. Donc, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande n'a jamais réussi à passer le stade des quarts de finale en Jeux Olympiques. On verra si ça va arriver cette édition-là à Tokyo. Alors, avant d'arriver au JO, elles ont bien dû se qualifier quelque part. Donc, pour les îles de l'Océanie, ça se passe par le biais du tournoi OFC, dont la dernière édition a eu lieu en 2018. Ce tournoi a été remporté par la Nouvelle-Zélande. Elles ont battu les îles Fidji en finale sur un score de 8-0.
Vous ne verrez pas tous ces buts à l'écran parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais j'en ai quand même mis quelques-uns pour marquer l'occasion. Ok, parlons maintenant de l'équipe qui a été sélectionnée pour participer à ces Jeux Olympiques avec, comme je l'ai fait pour les autres équipes, quelques mots d'abord sur le coach. Il s'agit de Tom Sermanni qui est au poste depuis 2018. Ensuite, voilà le 11 titulaire que j'ai imaginé. Normalement, il ne devrait pas trop y avoir de surprise de ce côté-là parce que c'était quand même assez constant dans les matchs récents qu'elles ont joués. Donc il s'agit d'un 5-4-1. Donc c'est quand même une formation assez défensive avec 5 défenseurs et 4 milieux de terrain et seulement une attaquante en pointe. Donc c'est Erin Naylor qui va occuper la cage de la Nouvelle-Zélande. En milieu central, on a un trio, Claudia Bunge, Abby Herseg et Malkaela Moore. À gauche, comme latéral, on a Ali Riley qui occupe aussi le rôle de capitaine. À droite, CJ Bott. Ensuite, le duo de milieu central composé de Ria Percival et Katie Bowen. Et on a à gauche comme milieu Olivia Chance et à droite Betsy Hassett. Et enfin, comme seule attaquante de pointe, Anna Wilkinson. Cette volonté de jouer un jeu hyper défensif se voit aussi dans les joueuses sélectionnées. En effet, on voit qu'il y a 6 défenseurs sélectionnés, 7 milieux de terrain et seulement 3 attaquantes. D'ailleurs, parmi ces 3 attaquantes, Anna Wilkinson est la seule qui a vraiment de l'expérience en tant qu'attaquante dans sélection néo-zélandaise. Les 2 autres sont quand même assez jeunes et ont que très peu de sélections. Donc on voit quand même qu'il y a un manque dans ces postes-là, dans la poule néo-zélandaise. Donc ça pourrait justifier ce choix d'avoir une formation hyper défensive. C'est juste tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'attaquante de disponible dans leur poule dans cette génération-là. Autrement dit, c'est un choix dû aux circonstances. Voilà, c'est enfin le moment de mettre en évidence 3 joueuses néo-zélandaises. Bon, je vais être hyper honnête sur ma sélection ici présente, c'est que je ne regarde pas la ligue néo-zélandaise, donc il y a beaucoup de joueuses que je ne connaissais en toute honnêteté pas. Donc les joueuses que j'ai sélectionnées sont les joueuses que moi j'ai vues jouer en club et dont j'ai apprécié le jeu, mais je suis vraiment ouverte à découvrir d'autres joueuses s'il y a des gens qui veulent me conseiller des joueuses à regarder jouer en ligue néo-zélandaise, dites-le en commentaire. On va commencer par Ria Percival qui compte 151 sélections et 14 buts en sélection néo-zélandaise. Elle a également été nommée meilleure joueuse de la décennie 2011-2020 de la région des îles océaniennes. Ensuite, il y a Abby Herseg qui a été championne de NWSL, donc la ligue américaine, en 2018 et en 2019 avec les Courages de Caroline du Nord. Elle a d'ailleurs été nommée meilleure défenseur de l'année du championnat en 2018 et cette même année, elle figure aussi dans le meilleur 11 du championnat. En 2017 et en 2019, elle fait également partie du 2e meilleur 11 du championnat. En Nouvelle-Zélande, elle compte 141 sélections et 6 buts marqués en tant que défenseuse. Elle fait également partie du meilleur 11 de la décennie de la région des îles d'Océanie, donc de la période 2011 à 2020. Enfin, la capitaine Ali Riley, qui à l'époque où elle jouait en Damallsvenskan, le championnat suédois, a plusieurs fois fait partie du All-Star Selection, donc du 11 du championnat. Ça s'est déroulé en 2013, en 2014, en 2015, en 2016 et en 2017. Elle est également nommée comme faisant partie du 11 titulaire de la décennie pour les îles
de l'Océanie, donc de la période 2011 à 2020. Enfin, en Nouvelle-Zélande, elle compte 135 sélections et un but marqué. Enfin, la dernière étape pour cette équipe de Nouvelle-Zélande, c'est de parler des matchs récents. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Aucun match joué en 2021. Les derniers matchs joués de cette équipe de Nouvelle-Zélande datent de l'avant-pandémie Covid-19. Donc, il s'agissait de matchs durant le tournoi de l'Algrave Cup 2020, donc début mars, où elles ont subi 2 défaites, 0-3 face à l'Italie et 2-1 face à la Norvège, et un match nul, 1-1 face à la Belgique. Donc c'est clair que vu ces informations, c'est difficile de sélectionner une équipe et aussi de savoir à quel niveau elle se trouve, comment elles bougent ensemble. Donc beaucoup de questions sont sans réponse. C'est d'ailleurs la conclusion que j'ai à faire sur cette équipe de Nouvelle-Zélande. C'est considérée sur le papier comme l'équipe la moins forte de ce groupe, mais on ne sait pas ce qu'elle pourra apporter puisqu'on ne l'a pas vu jouer récemment. C'est d'ailleurs dommage puisqu'elles n'ont pas pu s'entraîner non plus et voir comment elles se débrouillent en match. Donc c'est un peu la grande surprise qu'on va attendre durant ces Jeux Olympiques, à voir comment elles se débrouillent. Voilà, maintenant que j'ai présenté chacune de ces équipes du groupe G, il est temps pour moi de faire mes pronostics pour voir qui va se qualifier en quart de finale. Pour se qualifier, il y a 2 façons, soit finir premier ou deuxième du groupe, soit être l'un des 2 meilleurs troisièmes par rapport aux 3 groupes. Donc dans ce groupe G, qui est-ce que je vois se qualifier? C'est d'abord les USA, c'est la meilleure nation au monde. Elles sont dans une forme éblouissante en ce moment. Je les vois mal abandonner la première place de ce groupe. Ensuite, la Suède, elles font quand même partie des favorites ces dernières années. Et puis, c'est une nation extrêmement solide. Donc, surtout en vue des performances récentes de l'Australie, je vois mal l'Australie dévancer, que ce soit les USA ou la Suède. Ce serait extrêmement surprenant, mais ça montrerait du beau sport. Donc, USA première, Suède deuxième et Australie troisième. Peut-être l'un des 2 meilleurs troisièmes, donc peut-être qu'elles se qualifieront pour la suite. Et enfin, Nouvelle-Zélande dernier. C'est le grand outsider de ce groupe sur le papier. Malheureusement, je les vois mal créer la surprise alors qu'elles n'ont pas joué de match depuis la pandémie mondiale. Ça fait quand même beaucoup de temps. Donc compte tenu de ces difficultés, ce serait quand même un exploit non négligeable pour cette équipe de Nouvelle-Zélande de se qualifier pour la suite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce groupe G. On se retrouve bientôt pour parler des équipes qui composent le groupe E et le groupe F. D'ailleurs, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer ça. Et en attendant, merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour parler de foot féminin.